Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau coup de cœur, cette fois-ci en compagnie de Guillaume. Salut. Et Guillaume, lui, c'est un rôliste, c'est notre barbu du jeu de rôle, comme on l'appelle, et toi, tu as un coup de cœur un peu plus dans un livre. Bah oui, forcément. Du coup, c'est Tales from the Loop, qui est, comme son nom l'indique, le jeu de rôle d'anticipation des années 80. Oh, mon Dieu, mais ça parle de quoi alors exactement Alors en fait, le pitch est assez simple, c'est le pitch qui fait tout le charme du jeu, c'est qu'on va jouer une bande de gamins, dans les années 80, mais des années 80 un peu différents des nôtres. Un peu parallèle. Un peu parallèle, ouais, où la technologie a fait un petit bond en avant tout en restant rétro. D'accord. C'est ça le côté cool. Et on va, forcément, en tant que bande de jeunes, on va aller tenter de résoudre des mystères, avec un grand M. Et donc voilà, le petit truc qui tout de suite a attiré mon œil, en tout cas, c'était les artworks, les illustrations. En fait, l'univers de Tales from the Loop s'est tiré... ils ont développé un univers autour des illustrations et des artbooks de Simon Stalenhag, j'espère que je prononce proprement. Il y a eu des illustrations avant le jeu. Ouais, en fait, l'illustration que tu vois là, c'est tiré sur la couverture, c'est tiré d'un des artbooks de Simon Stalenhag, qui est un illustrateur et qui a créé cet univers un peu... années 80 parallèles avec pas mal de machines. Et ce qu'on voit ici justement, c'est le loop. Donc c'est une sorte de générateur expérimental, mais plus tellement dans l'époque du jeu, qui produit de l'énergie. Ok. Et du coup, c'est quelque chose de très mystérieux où ils font des expériences dans tout genre. Donc ça rappelle fortement Stranger Things pour ceux qui ont regardé, mais un peu tous les films dans ce genre-là, forcément. Cette bande de gamins dans les années 80 qui n'ont pas accès à toutes les technologies normalement modernes, comme les ordinateurs ou les téléphones portables poussés. Mais il y a quand même d'autres petites choses qui font que c'est pas tout à fait le même univers. Donc, mis à part le loop, on va aussi, par exemple, ça c'est le premier supplément qui est Nos amis les machines. Donc, on voit qu'il y a pas mal de robots. D'accord. Là, ce que tu présentes devant, c'est le livre de base. Alors ça, c'est le livre de base, ouais. Ensuite, il y a le premier supplément qui est sorti, c'était Nos amis les machines. Okay. En fait, ils ont été financés sur Ulule. Okay. L'éditeur, c'est Arcane Asylum, qui a financé sur Ulule. Et du coup, la petite exclusivité française, on va dire, l'exception française, c'est qu'on a... La France des années 80. La France des années 80. Donc celui-là, c'est inédit. Le jeu, en fait, c'est un jeu suédois, édité par Free League à la base, qui n'est pas en suédois, vous le trouvez aussi en anglais. Mais ce supplément-là, c'est vraiment été créé, écrit pour la campagne de financement participatif française. Et donc, on a un petit setting, Auroreville. Auroreville, c'est une ville fictive de France. C'est une ville fictive de France. De France. Et du coup, voilà. En fait, ce qui est intéressant, donc là, on a un cadre supplémentaire, mais déjà dans le livre de base, on en a deux. On a, comme j'ai dit, c'est un jeu suédois, donc en fait, on va avoir le premier setting. Ah oui, qui se passe sur les îles Malar, donc en Suède. D'accord. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui existe vraiment. Oui, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, donc on a ces îles-là, mais on a aussi, alors je ne sais pas s'il y a le plan quelque part, peut-être à la fin, je ne sais plus. Oui, on a aussi la version américaine, Boulder City. Oh là là. Forcément, ça... Disons que Boulder City va être presque moins dépaysant que les îles Malar, simplement parce qu'on a l'habitude dans les films de voir ces villes comme ça. Ces villes, les Goonies qui se passent aux États-Unis, Stranger Things qui se passe aux États-Unis, Super 8 pareil, Stand By Me. Donc on a plutôt l'habitude de voir les États-Unis, et là on va se rendre compte, et c'est très bien expliqué en début du livre. En fait, tout le début du livre va nous parler de l'ère du loop et de la différence entre les années 80 en Suède, en Scandinavie, on va dire, Suède, Norvège, et les États-Unis, ou même la France. Dans la France, on a aussi des choses qu'on n'a jamais eues, alors qu'aux États-Unis, c'était hyper développé. Puis même au niveau de la faune, de la flore, j'imagine, tu as quand même aussi des subtilités. Bah ouais, ici, à Boulder City, l'hiver, c'est plutôt tranquille. Ici, va y avoir 80 cm de neige, donc les aventures vont être un peu différentes. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Et donc, quelle est l'histoire globalement de ce livre de base déjà? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, comme j'ai dit, on va essayer de résoudre des mystères. Donc le livre de base se suffit presque à lui-même, parce que dedans, on va avoir tout ce qu'il faut pour jouer. Donc le contexte de jeu, donc les deux contextes de jeu, avec les îles Malar et Boulder City.
Donc pareil, à chaque fois on retrouve vraiment les superbes illustrations, ça donne beaucoup de cachet, on voit tout de suite où on va aller avec le jeu. Hop. Et ensuite on va voilà, le loop américain, on va jouer une bande de jeunes il va se passer des trucs. C'est vraiment, on a notre groupe de potes. C'est ça, le groupe de potes, de gamins, quoi. D'ados, mais justement, c'est exactement ça, on vit notre vie d'ado. C'est-à-dire qu'il va y avoir des phases où on va avoir des petites phases, on va dire, seules, où chaque personnage va décrire ce qui se passe avec sa famille. Ah ouais, d'accord. Ouais, et on a le côté, justement, alors il y a le côté très aventure, où on va se marrer entre potes, vivre des vraies aventures avec les dangers que ça implique. Bien sûr. Mais il y a une phase où, un peu à la ça de Stephen King, où derrière, peut-être que ou Stand By Me, les histoires familiales vont pas être très sympas. D'accord, ok. Ouais, donc il y a vraiment... Quand même, c'est ça. Ouais. Donc je dirais qu'on peut jouer avec des enfants à Tales from the Loop, je pense sans problème, mais on peut aussi, avec des adultes, aborder des thématiques un peu plus difficiles, on va dire. Okay. Et ça donne tout le charme au jeu. Mais c'est pas parce qu'on a des enfants que c'est pas des personnages complexes. C'est ça. D'accord. Comme on peut le voir, ça c'est le meilleur exemple, je pense. Ça de Stephen King, parce que si je dis juste ça, vous allez pas savoir de quoi je parle. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Le contexte en fait, c'est vraiment tu évolues et tu crées tes aventures et t'es mêlé, j'imagine, à ces petites distorsions. C'est ça. C'est ça. Et en fait, ça va être. Et qu'est-ce que foutent les robots là? Ils sont conscients qu'il y a des robots ou... Oui, en fait les robots sont dans la vie quotidienne. D'accord, ils sont habitués à ça. C'est la technologie du loop a permis le développement de tous ces robots avec des intelligences artificielles plus ou moins développées. Il y a aussi des véhicules volants. Là c'est la partie personnage, mais je sais pas si j'en ai quelque part. Mais il y a des technologies différentes quand même. On a beau être dans les années 80. J'ai une petite affiche. Bon, ça c'est pour la France, mais par exemple, le TGV n'est plus sur rail, mais sur... j'ai oublié comment il dit ça, mais c'est magnétique en fait. Donc il évite, et on a plusieurs transports comme ça qui sont des véhicules volants. Alors la vie du quotidien, les personnes vont avoir des véhicules qui fonctionnent comme les nôtres dans les années 80. Ouais, mais on va avoir aussi une technologie un peu plus développée. D'accord. Donc tu vas quand même te balader avec ton Walkman cassette Sony où tu rembobines à la main quand le truc marche pas avec le crayon, mais tu as aussi des technologies beaucoup plus avancées qui font partie du mystère. Ok. Et du coup, on va peut-être parler des enfants simplement. Bah ouais. Là, on retrouve les stéréotypes classiques. Campagnard, le campagnard, l'excentrique, l'intello, le geek, hop, le métalleux, le rebelle, le sportif, voilà. Enfin, tous les dans les trucs américains classiques. Les clans. Ouais, c'est ça. Et là, si je dis pas de bêtises, on va jouer des enfants qui ont entre 10 et 15 ans. D'accord. En sachant que quand on joue en campagne, si à un moment donné notre personnage passe les 15 ans, on peut plus le jouer parce qu'il devient un ado, un adulte, et en fait on pourra le jouer mais dans un autre jeu qui s'appelle Things from the Flood, qui va pas tarder à sortir, qui est la continuité, plus ou moins la suite. C'est un jeu indépendant mais ça peut servir de suite aussi. D'accord. Et donc tous ces petits enfants, ils vont être confrontés à des mythes. Et ce qui est sympa dans Tales from the Loop, c'est que c'est très bac à sable. Tu peux vraiment, t'as ton univers de base. C'est ça. Tu brodes dessus, t'as vraiment de la possibilité de faire comme tu veux, quoi. Exactement. Et on va avoir, alors je crois qu'ils mettent un exemple. Ouais, c'est hyper riche. Il y a des dinosaures aussi, par exemple. D'accord. Tous les trucs cool, c'est dedans. Tous les trucs cool, c'est dedans. D'accord. En fait, le loop, avec tous les mystères qu'il y a autour, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait des créatures qui seraient apparues comme dans une dimension parallèle, par exemple. Ok. En sachant que je pense que ça, c'était... il me semble que c'est sorti avant Things from... Stranger Things. Là, je mélange tout maintenant. Stranger Things for the Loop. Stranger Things for the Loop. Okay. Mais l'avantage, c'est qu'on peut vraiment jouer ça. Si tu veux jouer de Stranger Things, tu peux le faire. Avec les scénarios sont quand même assez basés sur tout ce qui est technologique, moins horreur, moins fantastique, on va dire, mais ça n'empêche pas de le faire. Bien sûr. Ouais. Enfin, personnellement, moi, là, je suis en train de réfléchir à écrire une campagne pour jouer à Manigan Falls, qui est la ville du roman Le Signal de Maxime Chatham, où c'est pareil,
C'est une histoire d'une bande de gamins qui sont confrontés à l'horreur, au fantastique. Et ça s'y prête hyper bien, surtout que Maxime Chatham a fait dessiner une carte hyper détaillée de la ville par Olivier Sanfilippo. Donc pour les releases qui connaissent, Akae, dernièrement c'est l'auteur de l'Empire des Cerisiers, mais qui est très connu pour ses cartes et ses plans notamment. D'accord. Et du coup j'en viens au mystère. Il y a des mystères. Je digresse un peu. Oui, donc en fait il y a vraiment... souvent les scénarios vont avoir un petit plan comme ça. D'accord. Où en gros on va... Alors je veux pas non plus vous montrer trop les scénars parce que ça risque de spoiler. Mais voilà, pour les plus simples, on va avoir des choses comme ça. D'accord. Donc là, c'est l'explication, il me semble. L'hiver sur les îles du lac Malar. Ouais. Et en fait, on a une sorte de plan, on a plein de personnages qui sont dans différents lieux. Les classiques, on va avoir la dame de la bibliothèque, le concierge du collège. C'est génial. Et ces personnages-là vont avoir des implications ou pas, vont pouvoir être des alliés ou pas dans nos aventures, en sachant que comme je disais, on joue vraiment la bande de gamins, mais un peu contrairement à Stranger Things où les adultes ont une grosse implication, ici les adultes sont une toile de fond. Disons que si on va leur dire « Ah, il y a un monstre qui nous a attaqué, il faut venir nous aider », ils vont vraiment arrêter les gamins, aller jouer ailleurs, nous on est occupés. Ouais, c'est vraiment les enfants, le cœur du jeu, et exactement. Le monde adulte qui n'est pas là pour les aider en fait. C'est ça. Ils se débrouillent. Donc on a ce côté bac à sable qui est plutôt sympa. Bon après on a quand même des trames assez détaillées de scénario, mais c'est assez ouvert, ce qui fait qu'on va pas suivre une seule ligne droite en tant que joueur pour terminer le scénario. Donc dans le livre de base, tu as plein de mystères qui sont prédéfinis. En fait, donc tu as les deux contextes de jeu, les îles Malar et Boulder City, et tu vas avoir une petite campagne de 4 scénarios qui va être que tu peux jouer indépendamment ou à la suite, parce qu'en fait c'est une année, ça va être un scénario par saison. D'accord. Et va y avoir un fil rouge. Ouais, c'est ça. Va y avoir un fil rouge. Ok, ça marche. Donc là, et puis même, comme tu le disais, t'as la polyvalence d'aller un peu plus loin, mais si tu veux quelque chose qui soit plus fermé et plus dirigiste... Ouais, tu peux le faire aussi. Tu peux le faire aussi, ok. Mais l'idée, c'est vraiment de laisser plein de petits points d'accroche. On peut même commencer simplement la partie en ayant le plan de Boulder City ou des îles Malar ou de Horrorville, et de laisser les gamins vagabonder et les joueurs faire un peu ce qu'ils veulent, jusqu'au moment où ils vont tomber sur quelqu'un qui va avoir une bizarrerie ou voir dans la forêt quelque chose d'étrange et commencer par curiosité, s'y intéresser. Forcément, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, il y a Rix Energy par exemple sur les îles Malar, à chaque fois on va avoir une corpo qui gère le loop et qui essaye un peu d'étouffer ce qui s'y passe d'étrange et autres. Il y a un peu de politique et de... Enfin pas vraiment, mais c'est plus... Disons qu'il y a en toile de fond, il y a une organisation qui... Plein de choses à découvrir. Exactement. Okay, cool. Et j'ai pas parlé du système de jeu, du coup, ce qui est un peu dommage parce qu'il est vraiment très très bien. Ouais, en système de jeu, du coup, comment ça fonctionne ? Alors c'est tout simple, il faut juste des D6. Okay. On va avoir des caractéristiques. En gros, il faut jeter un nombre de dés qui correspond au carac. Et pour réussir une action, il faut faire 6 sur au moins un dé. Ah, d'accord. Ouais, ça paraît chaud comme ça, parce que faire un 6 quand on jette 3 dés... Non, même pas. Mais en fait, ça va être, suivant la situation, il va falloir essayer de trouver le meilleur moyen de réussir une action avec ses forces et ses faiblesses. D'accord. C'est pour ça, là, on joue vraiment un groupe qui est soudé, puisqu'ils vont devoir travailler ensemble. Et vu qu'ils sont très stéréotypés, en plus, ils ont bien évidemment ouais, exactement. Et voilà, par exemple, on a un petit tableau ici pour dire le nombre de réussites. D'accord, avec les dés... En fait, plus on jette de dés, forcément, plus on a de chances de réussir, mais finalement, je crois que c'est à partir de 4 dés qu'on va avoir une 50% de chance de réussir un test. D'accord. C'est un système qu'a mis en place Free League qui marche très bien, qu'ils ont décliné sur pas mal de leurs jeux, dont Mutant Année Zéro. Plus récemment, qui va bientôt sortir, il y a Coriolis qui utilise le même système de jeu, et pour l'avoir testé, ça fonctionne nickel, il n'y a vraiment aucun souci, c'est hyper simple à prendre en main. Ouais, même à l'écoute, ça a l'air assez simple. C'est vraiment tout simple. L'autre petit truc que je trouve vraiment bien, et c'est pour ça que je trouve le système colle vraiment à l'ambiance, c'est que vous jouez un gamin dans un jeu d'aventure, vous allez être confronté à des dangers, mais vous risquez du coup d'être blessé, de subir du stress, d'avoir peur. Dans Tales from the Loop, si vous êtes blessé, vous n'allez pas mourir, vous jouez un gamin.
Du coup, si vous arrivez à 0, bah, vous vous réveillez le lendemain ou quelques jours plus tard dans votre lit avec une petite bosse sur la tête et un chocolat chaud et vous repartez à l'aventure un peu plus tard. Okay. Et ça, c'est le truc vraiment chouette. Je pense que les gars sont aussi des grands amateurs de tous ces films. Ils ont réussi à en extirper vraiment l'essence, tout ce qui fait le sel de tous ces films qu'on prend plaisir à regarder. Enfin, perso, moi j'adore toujours autant les Goonies. Hein, et voilà. Ok, ça va. Donc ça c'est pour le livre de base. Et après, il y a 2 autres bouquins qui vont rajouter... Ça va être que du scénario. D'accord, ok. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Je vais commencer par celui-là, du coup. La France va ajouter un cadre de campagne, donc Horrorville, avec pas mal des nouveaux lieux qui correspondent à la ville, des nouveaux personnages. Donc ça, c'est que des PNJ qui peuvent être utilisés. Et à chaque fois, on va avoir... alors pour Horrorville, c'est vrai que j'y ai pas pensé pour l'autre, mais ce qui est rigolo, c'est que comme il y a 2 settings, donc 2 cadres de jeu, et ben en fait les noms sont doublés dans le scénario. Par exemple, vous allez avoir un nom qui va faire plus consonance suédois, et du coup entre parenthèses vous allez avoir, alors je sais pas si voilà, par exemple ici, je sais pas si on voit, hein, mais donc c'est Hans Erik, et pour la version Boulder, ça sera Joseph. Okay. Et en fait, on a plein de noms comme ça. Rix Energy se transforme, je sais plus comment c'est à Boulder City, mais quelque chose comme la DARPA, il me semble. Okay, à chaque fois, on a une équivalence, ça permet de garder la cohérence de l'univers où t'es. Ok. C'est hyper marrant d'avoir fait ça. Ouais, ils ont vraiment tout couplé, enfin tout doublé pour pouvoir s'en sortir. Du coup, en France, on a plutôt Joseph, on aurait Jean. Ouais, c'est ça. Du coup, en France, c'est plus simple, hein, puisqu'on a juste les noms. Donc le plan de la ville, avec tous les lieux que les enfants peuvent visiter et qu'ils connaissent forcément. Et donc on a les PNJ, le gendarme, le classique, on doit avoir un bibliothécaire aussi, je crois qu'il y a quelqu'un qui gère une salle d'arcade ou un magasin de jouets, enfin, plein de petites choses comme ça. Et avec les spécificités françaises, notamment le train, comme tout le monde. C'est ça, le TGV. Le TGV. Et donc on a la carte avec la localisation, donc on est proche de la frontière suisse. D'accord. Et avec une zone de forêt assez dense, c'est montagneux. Donc ça, moi, je trouve que ça me fait un peu penser à Derry, la petite ville du Maine où se passent beaucoup de choses dans les romans de Stephen King, dont ça prend place à Derry. Et ça fait un peu cette ambiance-là, que je trouve assez cool. On va avoir des nouveaux archétypes. Super, ouais. Plus, on va dire, peut-être un peu plus typé français, mais bon, je suis même pas sûr. Mais on a surtout le rôliste. On a un rôliste. Forcément. Et ensuite, on va avoir, pareil, pas mal de scénarios qui se passent à Horrorville, mais pas seulement. D'accord. On a un scénario où ça se passe à la plage, dans un camping, pendant l'été, avec sa famille, où il se passe des trucs un peu bizarres. D'accord. Donc ça, c'est pour la version française. Et ensuite, on a nos amis les machines, où là, on va avoir... C'est pas un bestiaire, c'est vraiment encore des... C'est du scénario. C'est du scénario. Et là, qui se passe, pareil, au choix. Au choix, ouais. Alors, on peut même l'adapter en France, hein, si faut, voilà. Mais comme on va rencontrer différents personnages et autres, il faudra faire un petit travail d'adaptation un peu plus conséquent. Mais donc on parle quand même des machines, leur utilisation, quel type il peut y avoir, et ensuite on attaque sur du mystère, pas du scénario, du mystère. Des mystères supplémentaires avec plein de palettes de personnages, de situations. Donc c'est vraiment... toujours superbement illustré. Ouais. Ça, il y a un bel illustrateur comme Simon Sterling qui a... On le voit sur l'écran d'ailleurs. Ça c'est l'écran du MJ. C'est ça. Après il y a le verso, ça va être le récap des règles, mais comme elles sont assez simples, c'est plein de petits tableaux qui permettent pour le MJ d'avoir tout à portée de main. Ouais, c'est ça. Bon, j'avoue, je trouve un peu dommage, j'aurais bien aimé un écran un peu dans ce style-là, parce que là c'est assez sombre, mais ça donne le côté mystérieux. Justement ici, on voit c'est des véhicules de transport, il me semble. Ah, c'est carrément des véhicules. Ouais. Okay. Et donc on voit les gamins en train de regarder ça en se demandant ce qui se passe. Ok. Et il y a encore des petites cartes là-bas. Ouais, avec l'écran, il y a différentes petites cartes. Comme j'avais participé au financement participatif, il y a... C'est des petits bonus que tu as... Ouais, il me semble qu'ils sont avec l'écran. D'accord. Okay. Donc là, il y a les différentes cartes de Boulder, du Loop aux îles Malar. Ok. Ce que j'ai pas dit, oui, le Loop, on voit ces 3 grandes tours, mais en fait, c'est un complexe souterrain
qui est censé être immense, donc on ne connaît pas vraiment les limites. Et ici, on va avoir la carte de la France avec Aurorville, le plan d'Aurorville, simplement. C'est trop mignon, la petite bourgade sympathique. Ok, cool. Donc, coup de cœur pour toi et plutôt quand même pour les rôlistes, ou tu peux te dire que quelqu'un qui veut se lancer dedans, c'est un peu compliqué? Bah, si on n'a aucune notion du jeu de rôle, ça va être compliqué. Après, ils vont je crois dans pas très longtemps, 1 ou 2 semaines, enfin pour fin octobre, il me semble qu'il y a la boîte d'initiation qui va débarquer. D'accord. Donc là, quelqu'un qui ne connaît pas pourra, je pense, mieux appréhender le jeu et découvrir vraiment ce qu'est le jeu de rôle avec Tales from the Loop. C'est pas hyper compliqué. Mais si on connaît pas le jeu de rôle, je pense qu'il vaut mieux. Débarquer dedans, c'est pas forcément. Il y a c'est quand même beaucoup de règles, pas mal de termes. Enfin, quand je dis beaucoup de règles, ça reste. Ça va encore, c'est pas. C'est pas. Mais pour les gens en tout cas qui ont déjà appréhendé le jeu de rôle, c'est nickel. Faut y aller quoi. Si vous avez une petite culture de tous ces films, ou même si vous avez juste vu Stranger Things, vous savez où vous allez débarquer clairement. Moi, j'avoue, je suis plus. On est vraiment sur le côté un peu technologique dans les scénarios. Moi, je suis plus sur le côté horreur. Donc voilà, j'écris un peu mes scénars dans ce sens-là parce que le jeu le permet. Le jeu le permet amplement. Vous pouvez faire jouer ça n'importe quand, n'importe où, n'importe quelle ambiance. Et l'avantage, c'est qu'on a un système de jeu qui est vraiment béton. J'ai pas trouvé de défaut pour l'adapter à ce que je voulais faire. Alors c'est sûr, si vous voulez faire un clown qui a des pouvoirs ou un enfant qui puisse utiliser un rituel magique et que vous voulez coller des règles dessus, il va falloir un peu adapter le truc. Mais sinon non, ça fonctionne vraiment nickel. Ça c'est un vrai plaisir à lire aussi et à jouer, ça clairement. Cool, et écoute, merci beaucoup pour de rien. Coup de cœur. Et bien sur ce, nous, c'est tout pour nous et on vous souhaite un bon spiel à vous. Salut!